Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et Paris Première. Dorénavant, tous les grands leaders politiques auront la possibilité de s'exprimer sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première pour parler évidemment de tous les aspects de la vie sociale et politique du pays. La loi El Khomri, c'est une loi pour rien ? Oui. Pourquoi ? Mais vous m'avez demandé d'être bref, je vais expliquer, parce qu'il y avait l'occasion de faire un changement considérable. Le problème de notre droit du travail aujourd'hui, c'est qu'il protège ceux qui ont un travail, mais qu'il empêche ceux qui pourraient avoir un travail. J'avais dit que la montagne accoucherait d'une souris, je me suis trompé. La montagne n'accouche même pas d'une demi-souris. Je prends juste un seul exemple, que nous ferons d'ailleurs. C'est la possibilité de se séparer d'un salarié, de rompre le contrat de travail pour une raison économique, sans donner aux magistrats, la possibilité d'interpréter la situation économique de l'entreprise, qui ne peut être c'est ce que demande Laurent Berger, par pas le chef 4 mois, mais d'entreprise. 6 mois, etc., etc. Je ne sais pas ce que demande M. Berger, mais enfin, la vérité, c'est qu'on a besoin de refonder notre droit social, que la loi El Khomri n'amène rien. Tout à l'heure, je parlais de l'émission de François Hollande le 14 avril. Est-ce que vous pensez qu'il va, non pas justifier, mais annoncer ou expliquer les 1% des fonctionnaires, le nouveau régime des intermittents, la garantie jeune ? Parce que Sapin a dit que c'était pas des cadeaux à caractère électoraliste, mais beaucoup de gens qui sont dans l'opposition considèrent que tout ça, c'est uniquement fait pour préparer une candidature et pour préparer son éventuelle réélection. Mais essayons de voir les choses simplement. Ils viennent de dépenser 10 milliards d'euros dont nous n'avons pas un traître centime. Ils le dépensent pour l'alternance. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus là, donc, vraisemblablement, lorsque on aura exécuté leurs dépenses. Mais ce qui est le plus invraisemblable sur l'argent donné, comme cela en augmentation du point d'indice, c'est qu'après tout, payer mieux les fonctionnaires, mais il faut leur demander à ce moment-là de travailler un peu plus, ou de réorganiser les conditions de travail. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est simplement un chèque fait alors que nous croulons sur les déficits, sans qu'à aucun moment on pense à l'intérêt général. L'histoire des jeunes, pareil. On nous explique qu'on va les mettre en formation. Il y a 1 milliard d'euros qui a été bloqué là-dessus. Tout le monde sait bien que c'est une farce, que ça ne fonctionnera pas. Donc, ça n'est fait que dans la perspective des élections, ça ne changera rien sur le fond, et au contraire, ça va accroître les déficits français. Mais est-ce que vous considérez que François Hollande peut se représenter ? Il a la possibilité, il l'a, évidemment. Mais à partir des engagements qu'il a pris sur le chômage... Vous m'interrogez sur qu'est-ce que va dire François Hollande. Je suis pas son porte-parole, j'en sais rien. Ça, j'avais compris. Et qu'est-ce qu'il va faire ? C'est son sujet, ce n'est pas le mien. J'essaye de ne pas être dans le commentaire, d'expliquer à nos auditeurs qu'on peut sortir la France de la situation où elle se trouve. Cataclysmique, d'un point de vue économique. Je ne peux pas supporter l'idée du déclassement économique de la France. Ce que les autres ont fait. Enfin, comme ils vont dire on est au c'est plein pour des raisons emploi. politiques vous concernant. Peut-être, très bien. Oui. Mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je dis juste une chose. Il y a le plein emploi en Allemagne. L'Allemagne, c'est de l'autre côté de la frontière. Pourquoi il y aurait le plein chômage en France ? Il y a le plein emploi aux États-Unis. Pourquoi il n'y aurait pas le plein emploi en France ? Y compris l'Espagne, qui a connu une crise sans précédent, crée des dizaines de milliers d'emplois aujourd'hui. L'Italie aussi. 20%. La France ne peut pas être le seul pays où nous avons eu le mois dernier 38 000 chômeurs de plus. Simplement cela. Alors, à moins qu'on considère qu'il y a une fatalité qui fait que les jeunes en France seraient condamnés au chômage. Il n'y a pas de fatalité. Nous suivons une politique économique depuis 4 ans qui est l'exact contraire de ce qu'il faudrait faire pour la France et de ce que font tous les pays qui ont des résultats économiques. Qui peut prétendre, vous écrivez ça dans le livre, que la sécurité des Français est en de bonnes mains ? On va parler évidemment de terrorisme et de sécurité en France. Comment se fait-il que la DGSE, la DGSI, vous qui avez été ministre de l'Intérieur, n'ait pas pu repérer les gens qui ont frappé au Bataclan et qu'il ait fallu finalement des indications des services secrets marocains pour qu'on sache exactement, en gros, où ils étaient ? Est-ce qu'on a des services spéciaux complètement incompétents ? Non. Je pense qu'on a une excellente police, une excellente gendarmerie et des gens qui font parfaitement leur travail. J'ai dirigé la police et la gendarmerie, j'ai dirigé les services de renseignement à la fois comme ministre de l'Intérieur et comme président de la République. Je dis aux Français qu'ils peuvent être parfaitement fiers. Indication, c'est les Marocains qui l'ont. Écoutez, d'abord, la coopération avec les services de l'autre côté de la Méditerranée est essentielle. Ouais. Et les services marocains pas avec la Syrie. Et les services marocains sont connus pour l'excellence de leur travail.
Bon, il faut d'ailleurs qu'on ait une coopération avec les services marocains, les services algériens, les services tunisiens. Je suis désolé, lorsque Bachar el-Assad est venu pour le sommet de la Méditerranée, j'étais assez attaqué comme ça, et nous travaillons à l'époque avec les services syriens. Il faut une collaboration des deux côtés de la Méditerranée, c'est une évidence. Tardé. Vous avez vu qu'on a mis 4 mois pour retrouver Abdeslam. Donc évidemment, il est normal que les gens qui l'écoutent se posent des questions. Les gens qui vont aller à l'Euro, les gens qui reviennent du week-end de Pâques, les gens qui prennent le train, l'avion, c'est pas la peur, mais c'est la crainte, c'est l'appréhension. Et c'est donc des interrogations. D'abord, je pense qu'aucune polémique politique n'est acceptable devant la gravité de la menace sécuritaire. Mais là, pourquoi vous co-gérez pas ça avec François Hollande ? Je vais y répondre. La vérité, d'abord, je ne sais pas à co-gérer, on ne co-gère pas. Il n'y a pas deux présidents de la République, il n'y a pas deux ministres de l'Intérieur. On a eu le sentiment, pardonnez-moi, après vous allez répondre, mais on a eu le sentiment, après l'affaire de Charlie Hebdo, qu'une certaine forme d'union nationale et qu'une certaine forme de collaboration pouvait exister entre, en gros, la droite et la gauche sur ces thèmes-là. Or, c'est plus le cas aujourd'hui. La droite doit soutenir toute mesure de sécurité qui permettrait d'améliorer justement la sécurité des Français. La menace sécuritaire s'est considérablement augmentée depuis que la Syrie s'est effondrée. Si on ne comprend pas ça, si on ne voit pas ça, c'est qu'on ne voit pas les choses. On est en sécurité nulle part. Nulle part. Pas plus à Abidjan qu'à Paris qu'à New York. Pourquoi ? Parce qu'une bande de fanatiques barbares a décidé de s'aimer la terreur parce qu'ils font la guerre, non pas à la France, mais à la civilisation en général. Alors, il faut faire 3 choses, me semble-t-il. La première, c'est mettre fin le plus rapidement possible au chaos en Syrie en exterminant l'État islamique. C'est ce qu'a fait la Russie. C'est pour ça qu'il ne fallait pas se fâcher avec la Russie. Une erreur diplomatique de plus. C'est pour ça qu'il fallait travailler main dans la main avec M. Poutine, non pas pour approuver tout ce qu'il fait, mais parce que sans les Russes, sans les Iraniens et sans l'Arabie... oui, choisissons nos ennemis. Le premier ennemi, c'est l'État islamique. Il y a 10 millions de personnes qui quittent la Syrie et qui marchent sur l'Europe. Donc, mettre fin au chaos en exterminant, je dis bien exterminer parce que c'est une guerre, l'État islamique. Deuxièmement, sur le territoire français, comme sur chacun des territoires de nos démocraties, en finir avec la naïveté. Quand au début des années 2000, j'ai indiqué qu'il fallait faire un travail en profondeur pour expulser des imams qui prononçaient des prêches extrémistes, pour aller en profondeur lutter contre les trafics dans les banlieues. Souvenez-vous mon expression du Karcher. La pensée unique m'est tombée dessus. Personne ne m'a soutenu. Aujourd'hui, on voit bien le problème lorsque j'ai dit qu'il fallait mettre un terme aux flux migratoires, que Schengen était mort dès 2012. Mais c'est normal qu'il y ait un débat dans le pays. Peut-être qu'il y ait un débat s'il n'y avait pas de débat. Justement, le problème vient du fait que dès qu'on proposait le mot islam, on était islamophobe. Dès qu'on proposait le mot maîtrise de l'immigration, on était raciste. Ça n'a aucun sens. L'Europe ne peut pas accueillir tous les gens qui veulent venir. Écoutez, dans 30 ans, le 3e pays le plus peuplé du monde sera le Nigeria. Mais est-ce que vous considérez que la France est protégée ? l'Inde, la Chine et le Nigeria. Est-ce que la France est protégée par ses dirigeants actuels ? Est-ce que le trio François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve fait un travail qui vous intéresse ou qu'au contraire vous allez critiquer ? Je pense que les mesures qui sont prises sont insuffisantes, notamment en matière de lutte contre les flux migratoires. D'accord. Regardez ce qui se passe. Dublin est mort, Schengen est mort. Par quoi va-t-on remplacer Schengen ? L'Europe se couvre de barbelés et de frontières. Quel est le remplacement de Schengen ? Quelle est l'idée du président de la République là-dessus ? 14 avril, France 2. Bon, d'accord. Ça fait maintenant 10 mois que Schengen a volé en éclats. Je dis une chose très simple. La liberté de circulation sur le continent européen pour les Européens est de droit. Ça ne veut pas dire qu'elle est de droit pour les extra-communautaires. Deuxièmement, on ne peut baisser nos frontières ou supprimer nos frontières en matière migratoire que dans la mesure où on a la même politique d'immigration. Si vous ne distribuez pas les mêmes allocations sociales, il y a du dumping social qui se fait. Donc, d'abord on se met d'accord sur une politique d'immigration commune, puis on abaisse les frontières. Là, ce qui a été fait, ils abaissent les frontières et gardent les politiques d'immigration nationale. Ça ne peut pas marcher, ça a donc explosé. On va parler de la déchéance dans un instant, parce qu'il y a une réunion donc entre François Hollande et le président des assemblées. Patrick Canet a fait beaucoup parler de lui dans un entretien. Vous avez probablement entendu parler dans Le Parisien. Il parlait des 100 Molenbeek français. Et il vous a attaqué directement en disant finalement, c'est en supprimant un certain nombre de crédits, que Nicolas Sarkozy a, je ne dis pas créé cette situation. Ben en tout cas, il a dit, je pèse mes mots, il est responsable de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers. Enfin, je ne connais pas le ministre de la Ville, je n'ai pas l'honneur de le rencontrer. Baisse du budget des associations, baisse du nombre des policiers. Je n'ai pas eu l'honneur de le rencontrer.
et je ne m'abaisserai même pas à répondre à cette polémique. Je veux dire, puisqu'il est ministre de la Ville, qu'il agisse. Ils sont au pouvoir depuis 4 ans, qu'est-ce qu'ils attendent? Après Jacques Chirac, dans la continuité de Jacques Chirac, nous avons mis, avec Jean-Louis Borloo, en œuvre un plan d'investissement dans nos quartiers d'une ampleur sans précédent, premièrement. Et à ça, il vous répond sans Molenbeek. Non, mais ce sont des formules qui n'ont aucun sens. On nous avait expliqué à juste titre que lorsqu'on vivait dans des taudis, on était poussé vers la misère et vers l'extrémisme. C'est la droite qui a fait cela. La gauche a paupérisé les banlieues. Que fait M. Hollande dans les banlieues, dans les quartiers, depuis 4 ans? 0. Rien. Ensuite, j'ai créé le Conseil français du... de ce que dit Canet. Hein. Enfin... écoutez, si vous aviez un élément concret à me servir, ou des déclarations de M. Canet, que personne ne connaît, et qui sera rapidement oublié d'ailleurs, ce que nous avons fait avec Jean-Louis Borloo, avec Jacques Chirac, et ce que j'ai fait lorsque j'étais président de la République, tout le monde le sait. Le plan pour la ville, ça a été une grande réussite. Ensuite, j'ai mis en place le Conseil français du culte musulman, sous les injures de tout le monde, parce que si le culte musulman n'a pas de représentant, je vois pas avec qui on discute. Discuter de quoi? D'un islam de France. Nous ne voulons pas d'un islam en France. Nous voulons un islam de France. J'ajoute un dernier point. Ouais. Qui a fait la loi qui interdit le port du voile intégral? C'est moi, lorsque j'étais président de la République. Qui était contre? Ce sont eux. Mais maintenant, ils sont au pouvoir. S'ils pensent qu'il y a des Molenbeek en France, qu'ils agissent. Qu'ils ne fassent pas des déclarations. Qu'il agisse. Ils ont encore un an. Question sur la déchéance. Le président de la République, jeudi, voit les présidents des assemblées ce matin, avec, alors on ne le sait pas encore très bien, une possibilité de réunion d'un congrès à minima uniquement sur l'état d'urgence. Est-ce que vous y êtes favorable? Ou est-ce que vous êtes violemment contre? Non, mais non, d'abord, il ne s'agit pas d'être violemment. Non, mais j'ai dit violemment. Opposé, disons, voilà, résolument. En démocratie, on n'est pas violent. Non, mais c'est des questions importantes, parce que c'est lié quand même au terrorisme. Tout à fait. Nous avons d'abord eu une déclaration de François Hollande pour dire que soudainement il était converti à la déchéance de nationalité pour les binationaux. Je vous rappelle, quand j'ai prononcé le discours en 2010 de Grenoble, j'ai été insulté, traité de Laval, de fasciste, d'irresponsable. Même un grand journal avait le voyou de la République parlant de moi. Parce que j'avais osé parler de la déchéance de la nationalité. Monsieur Hollande était converti, tant mieux. Déchéance de la nationalité... Il a demandé à ce que je vienne le voir. Je lui ai indiqué que l'opposition républicaine voterait son projet de déchéance de nationalité. Et ce matin? Attendez, mais il y a une histoire. Bon. Et je confirme que nous le voterions. Puis, il a changé d'avis. Parce que c'est toujours du Hollande, il faut faire plaisir à la gauche, il faut faire plaisir à l'extrême gauche, puis il faut pas oublier la droite. Et finalement, ça se termine toujours de la même façon, il se prend les pieds dans le tapis, et la montagne accouche d'une demi-souris. Est sorti en courant de discussion, le contraire de ce qu'il nous avait dit, un texte où la déchéance de nationalité s'appliquerait aussi aux nationaux, ce qui est invraisemblable parce que ça fait des apatrides. Le dernier individu qui a été arrêté en Belgique est français, hélas, il est français. Si vous lui retirez la nationalité, vous êtes obligé dans le même temps de lui donner un titre de séjour, parce que où est-ce que vous expulsez quelqu'un? Attendez, monsieur Durand, où est-ce que vous expulsez quelqu'un qui n'a pas la nationalité française, qui n'a que la nationalité française, donc vous retirez la nationalité française. Donc nous disons très simplement, monsieur Hollande, si vous voulez la déchéance de nationalité, nous la voulons avec vous, nous la voterons. Mais ne créez pas des apatrides. Appliquez la déchéance de nationalité pour les binationaux. Non, mais c'est pas un argument déjà entendu. C'est du bon sens. Et c'est d'ailleurs très exactement le texte de ce qu'avait dit M. Hollande avant de s'empêtrer dans ses discussions avec sa majorité. Est-ce que vous allez aller à la primaire? C'est un peu... Non, pardon, c'est un autre sujet. Je suis président d'une famille politique qui a été, il y a 14 mois, au bord de l'explosion. Il n'y avait plus d'élections. Quand il y avait des élections, ça se passait très mal, les gens s'insultaient. Et en 14 mois, on a fait un travail immense qui fait qu'aujourd'hui, les Républicains, qui ont changé de nom, de statut, d'équipe dirigeante, sont la première formation politique du pays. Il y a eu, il y a 10 jours, 3 partiels. Le candidat républicain a gagné à chaque fois, et celui qui a gagné avec le plus faible score a fait 62%. C'est donc pas si mal. Nous allons voter en juin un projet d'alternance, le projet des Républicains. Certains de mes amis disaient non, il faut pas de projet. Je les ai convaincus. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets. Le maire a un projet, Fillon a un projet, Juppé a un projet, tout le monde publie des livres. C'est parfaitement leur droit. C'est parfaitement leur droit. Mais la famille politique a un projet. Et ce que je vous ai expliqué tout au long de cet entretien,
sur l'affaire économique, c'est le projet des Républicains. C'est pas simplement le projet de Sarkozy, c'est le projet des Républicains. Puis j'ai voulu que nous ayons des primaires. Ces primaires auront lieu le 9 septembre et se termineront le 29 novembre. Guillaume Tabar, avec l'intelligence qui est la sienne, a dit bien sûr que j'étais pas encore candidat. Pourquoi ? Parce que je suis le président de la famille en charge de l'unité de la famille. Si je déclare ma candidature maintenant, je dois quitter la présidence de la famille, qui se retrouverait avec une direction provisoire, qui n'aurait pas la légitimité de son élection puisque j'ai été élu, et on est reparti comme en 14 avec un risque d'explosion. J'ai un travail à faire, je le ferai jusqu'à l'été. Et puis après, si vous avez la gentillesse de m'inviter, et si vous n'êtes pas déjà en vacances, je vous dirai quelles seront mes intentions. Je vous garantis. Mais vous n'êtes pas. J'espère que vous en prendrez un petit peu quand même. Et vous n'êtes pas un mystère pour vous-même. Vous devez savoir quand même s'il y a des conditions dans lesquelles vous pourriez renoncer, les sondages qui sont défavorables, ou est-ce que vous avez une conviction fondamentale qui est d'y aller quoi qu'il arrive. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas une question. Non, mais c'est ma question. Vous répondez comme vous voulez. Ah, ça, je vous remercie infiniment. C'est normal, c'est normal. Bon, je voudrais vous dire une chose. J'ai eu l'immense honneur d'être président de la République. C'est pas une question d'ego. Ce qui est important, c'est que l'alternance ait lieu. Le moment venu, je dirai aux Français ce que je ferai. Le moment n'est pas venu. Le moment n'est pas le moment de l'ego. Le moment, c'est celui du collectif. Il faut un projet collectif. Il faut préparer les choses. Il faut se rassembler. Il a fallu gagner les départementales. Il a fallu gagner les régionales. Il a fallu rénover le parti. Il a fallu réunifier. Hier, on a eu une réunion d'1h30 qui s'est parfaitement bien passée où, à l'unanimité, on a décidé de donner les investitures législatives. C'est un travail ingrat, difficile. Ce matin. Mais vous savez, dans on est en train de verrouiller la primaire. Nicolas Sarkozy change les règles. Il cherche à écarter une sensibilité. Non, je n'écarte personne. Vous savez, dans une famille politique, il y a toujours tel ou tel qui s'écarte à un moment donné. Moi, j'essaye que l'ensemble reste ensemble. Les Français ne sont pas dans la primaire. Vous parlez des sondages. De partout, les sondages. En Argentine, en Israël, en Angleterre, en Allemagne et en France, vous savez, j'ai tellement soutenu M. Balladur. Il avait tellement de bons sondages. Si ça avait été tenu des sondages, il aurait été président de la République. Moi, c'est Jacques Chirac qui l'a été. Donc, on en reparlera le moment venu. Pour l'instant, c'est le travail des commentateurs que je respecte. Moi, j'ai un autre travail à faire, amener la famille unie, vers l'alternance, parce que c'est l'avenir de la France qui est en cause. Dans le livre, vous parlez beaucoup de culture, de vos lectures, et en même temps, d'ailleurs, vous abordez l'épisode qui est né du Fouquet's, qui est celui du bling-bling. Beaucoup de gens disent, puisqu'on revient au sondage, ou en tout cas aux articles, ou à une ambiance, que c'est aussi une version de vous que vous n'avez pas su combattre. Est-ce que c'est vrai ? Vous savez, parce qu'elle s'est imposée. Dans la caricature, il y a toujours une part de responsabilité de celui qui est caricaturé. J'ai fait justement un livre pour en parler. Et c'est une grande satisfaction pour moi de voir que ce livre a été beaucoup lu, beaucoup acheté, et que beaucoup de gens ont vu ce que j'avais à dire là-dessus. Je ne veux pas en parler en 2 phrases, parce que j'ai fait un livre pour expliquer cela. Vous savez, ce qui est important, au fond, c'est pas les confessions de tel ou tel. Ce qui est important, c'est le retour sur expérience. Incontestablement, il y a des erreurs que j'ai commises. On en commet tous, Monsieur Durand, chacun à notre place. Et quand on est président de la République, ça se voit plus que les autres. Mais vous avez vu le pape et une grande partie vous allez voir la transition. Le pape, c'est le sommet du pouvoir, mais c'est aussi une certaine forme de renoncement. La vie des gens qui s'engagent pour l'Église. Est-ce que dans la vie politique qui est la vôtre, depuis des années, il faudrait que vous renonciez aujourd'hui à des choses auxquelles vous n'auriez pas renoncé en 2007 ou entre 2007 et 2012? Non, d'abord. Plus d'ascétisme, plus de distance, moins de colère. Pas une question d'ascétisme, de distance. Il faut essayer de garder la passion, y mettre plus d'expérience. Rassurez-vous, Monsieur Durand, comme tout le monde, je vieillis. Donc c'est moins mes qualités que l'âge qui arrive qui font qu'on s'apaise. Et c'est après les vacances qu'on sort, alors? Oh, pourquoi après les vacances? Je ne sais pas, je pose la question. Oh, j'attendrai que vous partiez en vacances. Pour pas vous gâcher les vôtres. Nicolas Sarkozy, La France pour la vie, donc ce livre qui est publié aux éditions Plomb, et on en a beaucoup parlé. C'est un des rares livres justement sur l'exercice du pouvoir avec quelqu'un donc qui est encore dans la vie politique puisqu'il est président des Républicains et qu'il était l'invité de Radio Classique et de Paris Première ce matin. Merci à vous, bonne journée. Merci de m'avoir invité. Il est 8h55, nous avons rendez-vous avec la météo et la bourse dans un instant. Et bien évidemment avec le journal de 9h et la diva maison Ève Ruggieri. Merci et bonne journée.